Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir les copains, bienvenue dans cet excellent, l'émission qui crée le lien tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Et merci d'être là au rendez-vous chaque semaine. N'oubliez pas qu'on se retrouve aussi tous les vendredis matins à 6h36 dans le Grand Matin pour découvrir les parcours de ceux qui incarnent l'excellence française, tous bords confondus, dans ma chronique Un jour un métier que vous pouvez retrouver aussi sur sudradio.fr. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un de nos réalisateurs incontournables, mais pas que. Il met en scène, il dessine, il écrit des livres et certains de ses films sont entrés dans notre inconscient collectif français, tant nous les connaissons. J'ai nommé Patrice Lecomte qui vient se raconter ce soir dans cet excellent et nous parler de son tout dernier roman, Monsieur Bouboule, sorti il y a peu aux éditions Artaud. Sur Sud Radio, on crée le lien entre tous les secteurs et les savoir-faire à travers l'excellence des personnalités qui les incarnent. Il est né dans l'art et il en a fait sa vie. Il a su mêler d'ailleurs avec brio le design, comme pour souligner que toute forme d'expression artistique a le droit de citer dans l'art contemporain, ce qui est une des affirmations que je vais lui faire confirmer, bien évidemment. En seconde partie d'émission, ne ratez pas le galeriste Julien Lombraille à la tête de la Carpenters, je vais y arriver, Workshop Galerie qui officie entre Paris et Londres. De l'art et de la littérature et du cinéma ce soir dans cet excellent. Bienvenue chez vous. Bonsoir Patrice Lecomte. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Alors Patrice Lecomte, je le disais, vous venez de sortir chez Artaud Monsieur Bouboule, qui est un roman qui raconte, je vous cite, le calvaire d'un gros, d'un homme hors norme, inadapté, inadaptable aussi à la société que nous vivons tous. Pourquoi ce soit de sujet qui met finalement quand même en lumière une certaine misère humaine, je dois dire. Parce que j'ai toujours été assez bouleversé par les gens qui doivent déplacer un poids effarant. Ouais. Souvent on se moque d'eux, on se moque des gros. On dit souvent un bon gros, ou regarde-moi le gros, que comme si c'était un sujet de plaisanterie. Et c'est pas très plaisant d'être très très gros, j'imagine. Je me suis mis volontiers, facilement dans la peau d'un très gros homme. Surtout quand j'en vois qui essayent de monter les escaliers du métro. Enfin, toutes ces choses qui sont devenues tellement pénible et on ne se rend pas compte. Et moi, je voulais faire quelque chose. Je voulais écrire un roman qui soit très léger sur un homme très lourd. Parce qu'il fallait absolument pas du tout se prendre le chou en disant « Mon Dieu, quelle tristesse, quelle pitié, etc. » Mais il fallait que ça reste léger. Oui. Donc quand c'est léger et triste à la fois, c'est forcément un peu émouvant. C'est tout à fait émouvant. Est-ce que vous l'avez vécu cette histoire? Parce qu'on a l'impression que vous l'avez vécu, vraiment. Non, je ne l'ai pas vécu, c'est inventé de toutes pièces, mais à force de regarder autour de moi, à force de me mettre à la place des autres aussi. Alors Patrice Lecomte, ce gros Monsieur Bouboule a entre autres la particularité de voir et d'interroger l'ordinaire, d'une autre manière que nous, que la personne lambda, si vous me permettez l'expression, avec une incroyable précision d'ailleurs. Est-ce que c'est son statut de physique extraordinaire qui lui permet de décrypter cet ordinaire qu'on voit plus ou qu'on voit pas du tout? C'est-à-dire qu'il a ce Monsieur Bouboule que donc j'ai pas rencontré, mais qui doit exister. Il doit en exister des tonnes d'ailleurs. Des tonnes, c'est le mot juste. Il est tellement à part qu'il a une vision du monde qui l'entoure, qui est une vision assez égoïste, très, très égocentrée, mais qui lui permet d'avoir un avis sur les choses et sur les gens, d'avoir un regard lui aussi. Très en recul, en fait. Oui, bien sûr, parce que on peut pas, quand on pèse 180 kilos, ce qui est son cas ou presque, on peut pas se satisfaire de ça, on peut pas être fier de soi, on peut pas être heureux, tout simplement. Et quand on n'est pas très heureux de soi-même, pas très heureux de ce que l'on est devenu, on a un regard sur autrui, sur le monde qui nous entoure, qui est un regard acéré, qui est assez différent du regard banal. Est-ce que vous êtes heureux, vous, Patrice Lecomte? Moi, ça va, oui, ça, franchement. Franchement, alors, si un type comme moi vous dit ici, là, droit dans les yeux, je ne suis pas très heureux, il faut lui foutre des baffes, parce que franchement, je me permettrai pas quand même. Non, mais j'ai compris l'expression, bien sûr. C'était pas. Enfin, j'explique, c'est que il y a combien de personnes sur Terre qui se lèvent le matin en disant je fais le métier dont j'ai toujours rêvé, et ce métier me rend heureux. Oui. On n'est pas nombreux, franchement. C'est vrai. Donc il faut s'en rendre compte. Il faut pas en avoir honte, mais faut juste être lucide de ça.
Oui, bien sûr. Alors, Patrice Lecomte, vous avez une actualité riche, puisque votre film fait en duo avec Jérôme Tonnerre, Maigret, avec Gérard Depardieu, Jade Labeste et Mélanie Bernier, va enfin sortir, si je puis dire. Enfin, non, Non, c'est un délai normal. Il a été reporté plusieurs fois, non? Non, du tout. Non. Le tournage a été reporté plusieurs fois pour cause de Covid, tout ce grand merdier, là. Et le film a été terminé en mars dernier, donc le temps de le fignoler, de trouver la meilleure date de sortie. Non, il sort le 6 avril et c'est parfait. Et alors, ce qu'on remarque dans vos œuvres en général, dans votre livre, Monsieur Bouboule, dans vos films, c'est que c'est l'humanité elle-même qui vous touche finalement. Et c'est un puits d'inspiration pour vous. C'est les humains, quoi. C'est votre observation du genre humain qui. Oui, il y a vraiment que ça qui m'intéresse, autrui. D'essayer d'inventer des histoires aux piétons. Aux gens qui passent. Et les gens les plus simples, les plus normaux, qui pourraient apparaître dans des dessins de Sampé, par exemple, c'est ces gens-là qui me touchent le plus. Les grands de ce monde ne m'intéressent pas beaucoup. Les grands politiques, les grands banquiers, les grands ce que vous voudrez. Ben, je sais pas, parce que... Enfin, si, je sais, c'est parce que souvent, les grands de ce monde, enfin, je sais pas ce que ça veut dire, les grands de ce monde, mais enfin, sont des gens qui imaginent détenir la vérité. Moi, je déteste les gens qui pensent détenir la vérité. Ça m'intéresse pas. Parce qu'il ne s'agit pas de détenir l'erreur, non, bien sûr que non, mais d'être sûr de ce qu'on dit tout le temps, c'est facilement odieux. Oui, je suis bien d'accord. Alors, Patrice Lecomte, on va en parler de votre carrière de réalisateur égrené, de ces rencontres incroyables que vous avez vécues dans pas longtemps. Mais je voulais tout de même visiter en amont une de celles qui nous rendrait tous nostalgiques, celle avec le regretté Coluche, avec qui vous avez fait un de vos premiers longs métrages en compagnie du non moins regretté Jean Rochefort. On écoute. Le WC était fermé de l'intérieur. Souviens-toi du mystère de la chambre rouge. Sauf qu'ici, ça serait plutôt le mystère des cabinets verts. Il est regretté, Coluche. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne va pas transformer cette émission en écro, mais c'est vrai que j'ai tourné avec des gens formidables et dont il faut parler à l'imparfait désormais. Et ça m'attriste, évidemment, parce que j'ai fréquenté, j'ai tourné, j'ai travaillé. Jean Rochefort, mais enfin bon, la liste est longue. La liste des disparus, elle était là, très longue. Mais enfin, nous, on est toujours là, donc ça va. Et l'humour incisif de Coluche, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adorais. Et je me suis souvent posé la question. Ou pas? Oui, très bien. Il était... il pouvait tout se permettre, quoi. Il y avait chez lui un côté Groucho-Marx, en fait. Oui, c'est vrai. Parce que Groucho-Marx, enfin, une des répliques les plus fameuses que j'adore, il y en a des tonnes, évidemment, mais il partait d'une soirée, il quittait une soirée, il a dit à la maîtresse de maison: j'ai passé une excellente soirée, mais ce n'était pas celle-ci. Je trouve ça formidable, mais il faut être Groucho-Marx ou Coluche pour dire des choses pareilles. Moi, j'adorais avoir ce culot-là, mais... Vous avez eu le culot de les mettre en scène, ces gens-là, quand même. Oui. Groucho-Marx, non, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé. J'aurais adoré. Mais oui, et lui, il avait ce côté bulldozer qui lui permettait de dire tout, pas tout et n'importe quoi, mais de tout dire. Je me souviens de lui, par exemple, anecdote, on dînait ensemble du côté des Halles à une terrasse et il y a un guitareux qui est venu pour pousser la chansonnette. Il l'a appelé, il dit: viens, s'il te plaît, viens. Le type s'est approché et il lui a filé un très gros billet. Il lui a dit: c'est pour que tu ailles chanter ailleurs. Alors, je trouve ça. Alors, le mec était outré, mais enfin, il avait en 5 secondes gagné beaucoup plus qu'en une semaine. Donc, c'était merveilleux pour lui. Alors, il y a que Coluche qui pouvait faire ça. Groucho-Marx, ça a peut-être fait aussi. Est-ce que c'était une époque, l'époque de Coluche, où il y avait plus de liberté? Est-ce que c'était mieux avant, Patrice Lecomte? Le fameux c'était mieux avant, qui est un truc, je dis pas ça pour vous, mais qui est un truc de vieux con quand même. C'est vrai que c'est toujours mieux avant. Alors là-dessus, j'ai une théorie qui n'engage que moi, qui est très très facile. C'est que puisque c'est toujours mieux avant, profitons de maintenant parce que plus tard sera pire. Ah, c'est beau. Bien sûr. Je vais la marquer, celle-là, je la ressortirai aussi. Ça vous dérange pas. Alors, Patrice Lecomte, vous avez une autre actu. Il y a les auteurs de bande dessinée Joub et Nicobi qui sont partis à votre rencontre dans leur dernier album et vous y racontez votre vie de création, vos rencontres avec ces grands acteurs aussi. Est-ce que vous avez accepté ce projet en bande dessinée parce que vous êtes vous-même illustrateur, ce que j'ai découvert d'ailleurs? Oui, j'ai fait de la bande dessinée. C'était une parenthèse. Moi, j'ai toujours voulu faire des films. Il n'y a que ça qui me... C'est mon seul objectif. C'était peut-être un prémisse comme un storyboard finalement, votre rapport à l'illustration? Oui, non, pas exactement. J'ai fait la connaissance de Gottlieb, à qui j'ai montré mes dessins, qui les a montrés à Goscinny, qui dirigeait le magazine Pilote. Et Goscinny m'a dit: j'aime bien ce que vous faites, venez travailler au journal. Enfin, c'est comme un conte de fées, quoi. Enfin, alors qu'aujourd'hui, il y a des tas
de créateurs de bande dessinée autrement plus talentueux que je ne l'étais et qui rament pour essayer de publier leurs pages. Et moi, ça s'est fait comme dans un rêve, quoi. Et donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça m'a plu aussi, bien sûr, de dessiner. Maintenant, je dessine plus du tout parce que les journées ne font que 24 heures. Donc vous avez une petite histoire avec les images d'Épinal aussi. Vous avez travaillé avec eux, hein? Oui. L'imagerie d'Épinal qui, comme le phénix, a ressurgi et a renaquis, renuqué, et René. Et René. René. Enfin, qui est revenu. Il est revenu à la vie, quoi. D'accord. Revenu de ses cendres. Voilà. Ils m'ont contacté en se souvenant de la nouvelle équipe, qui est une équipe formidable. Ils m'ont contacté en se souvenant de ce que je dessinais au magazine Pilote. Ils m'ont dit, on aimerait bien que vous fassiez des pages pour l'imagerie d'Épinal. Et moi, j'ai adoré ça parce que Qu'est-ce que vous leur avez fait alors? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? J'aurais fait une galerie de têtes. D'accord. J'ai dessiné des têtes. De visage. Oui, enfin non, c'est des têtes. Il y a tête de nœud, tête de cul, tête de con, tête de gland, tête de mort, tête de clou. Enfin, plein de têtes. Est-ce que l'humour, ça marche quand c'est simple? Parce que c'est simple, en fait, hein, votre humour, en général. Est-ce qu'il faut que ça... Enfin, qu'est-ce que c'est que l'humour? L'humour, c'est ce qui fait rire. Point. Ouais. Mais c'est mieux si c'est simple, oui, si c'est direct, s'il y a une évidence. Si on doit se gratter le front en disant « Attends, j'ai pas bien compris pourquoi c'est drôle », c'est foutu. J'ai reçu Ramzy Bedia qui disait la semaine dernière qu'on peut rire de tout quand ça fait rire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, on peut rire de tout. La fameuse formule qui est très juste, on peut rire de tout, même pas avec n'importe qui. C'est vrai que de temps en temps, il faut y aller sur la pointe des pieds. Mais moi, je n'ai pas du tout de goût pour la provocation, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, Patrice Lecomte? Ce qui me fait rire, par exemple, j'ai vu le dernier spectacle de Patrick Timsit. Ça m'a enthousiasmé parce que ce type est extrêmement drôle. Il peut balancer des horreurs, mais avec une espèce de sourire de banane sur le visage qui fait que tout passe. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est violent parfois, mais ça n'est jamais acide. Il y a tout le temps un côté bon enfant. Et je pense que même quand il balance je connais bien, même quand je sais que quand il balance les pires saloperies, il y a toujours au fond quelque chose de presque bienveillant. Et ça me plaît. Donc finalement, on peut être cruel si on est bienveillant, quoi. On peut être cruel si on a bon fond. Ouais. Moi, j'ai bon fond, par exemple. Oui. Et parfois, je suis cruel. Mais pas aujourd'hui, bien sûr. On est dimanche. Merci, Patrice Lecomte. Vous êtes bien sur Sud Radio et c'est excellent avec le réalisateur et auteur iconique Patrice Lecomte qui sera bientôt rejoint par un galeriste à la vision novatrice et engagé, Julien Lombraille. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent les copains. Je suis ce soir en compagnie de l'excellent, au risque de me répéter, réalisateur et auteur Patrice Lecomte qui sera bientôt rejoint par un galeriste contemporain qui a su réinventer son métier, Julien Lombraille. Patrice Lecomte, on va parler de vos films maintenant, dont certains font partie intégrante, je le disais tout à l'heure, de notre inconscient collectif et de notre patrimoine cinématographique français. Et avant d'en parler, en voici quelques extraits et puis on va commencer par le commencement. Salut Jérôme. Salut. Vous amenez le soleil? Vous amenez le soleil. Il nous a amené le soleil. Si t'as le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci. Annoncé. Octosyllabe. Toujours fidèle à sa conduite, l'abbé, sans nuire à sa santé, peut faire 2 mots d'esprit de suite, l'un en hiver, l'autre en été. Dis donc, Georges, tu nous reconnais, là? Tu vois qui on est? Victor, Eddy. Ah ouais. On a quelque chose d'absolument exceptionnel à te proposer. Une pièce magnifique, un coup rêvé. Ils te veulent à tout prix. J'ai un enfant qui dort. Quel enfant? Un petit cox minuscule, moi craché. Ah ben ça... Merci. Alors, suis l'échelle. T'es sûr? Mais oui, tu vas lui faire plaisir, tu vas voir, c'est son grand truc. Il croit que ça n'est pas de tout le monde. Mais c'est dangereux! Vous êtes bien sur Sud Radio et on vient d'entendre 4 des films cultes de Patrice Lecomte. Alors évidemment Les Bronzés, la première version, le tout premier, 1978 avec Le Splendide, Ridicule, qui est sorti en 96, Les Grands Ducs en 96 aussi, puis Une chance sur deux en 98. Alors pour Les Bronzés, la troupe du Splendide, je rappelle pour nos auditeurs qui était composée de Christian Clavier, Michel Blanc, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Marianne Chazelle et Bruno Moineau. La série de films Les Bronzés, elle a été inspirée pour le départ de leur pièce Amour, coquillage et crustacés, qui est
devenu un immense succès populaire. Pourquoi est-ce que vous les avez choisis, eux? Vous les avez vus au théâtre? Comment ça s'est passé? Non, c'est curieux, ça s'est fait à l'envers. C'est eux qui m'ont choisi, en fait. D'accord. Vraiment, parce que leur pièce Amour, coquillage et crustacés faisait un carton. Ça, c'était censé se passer au Club Méditerranée, mais ils faisaient le Club Méditerranée sur 3 mètres carrés de scène au Splendide. Et ils faisaient la plage, la mer, des départs en ski nautique, enfin bon, la vie du Club Méditerranée. Et un producteur, Yves Rousserroir, est venu les trouver en leur disant « c'est super, il faudrait en faire un film ». Et c'est eux qui ont dit « oui, d'accord, mais on va le faire avec Patrice ». Ils vous connaissaient déjà? Parce que ils avaient eu, eux, le bon goût d'aimer mon premier film, de le trouver bien. J'allais beaucoup voir leur spectacle, on était devenus assez copains. Et puis on est de la même génération, on a le même âge, à un an près, quoi, enfin à un poil près. Et surtout, on rit des mêmes choses. Et ils se sont dit, bah alors, quitte à rire des mêmes choses, autant rire ensemble. Le producteur leur a proposé des réalisateurs plus chevronnés que moi à l'époque. Et eux, ils ont tenu bon, ils ont dit non, on veut le faire avec Patrice. Donc je leur dois à peu près tout. Oh. Mais vraiment. Oui. Non, sans blague, parce que est-ce qu'on serait là en train de se parler si je n'avais pas fait les bronzés? Oui, parce qu'avant ça, c'était pas si simple que ça pour débuter. Bah non, parce que le premier film, c'était pas très très bien passé. Ouais. On va pas revenir là-dessus. Non, vous n'avez pas envie. La blessure est cicatrice. Oui, bah donc vous avez connu le succès depuis, a priori. Oui, non, mais ça, vous êtes demandé si vous étiez vraiment fait pour être réalisateur à un moment donné, Patrice Contant? Non, j'ai toujours pensé que j'étais fait pour être réalisateur, mais j'ai pensé que le cinéma n'est peut-être pas un monde pour moi. D'accord. Non, parce que c'est le premier film, j'ai tellement souffert. Je me suis dit non, c'est trop dur, j'ai dû rêver à côté de la plaque. Mais est-ce que c'est pas quand on souffre que c'est vraiment bon après, justement? Il fallait peut-être passer par là, non? Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, bien sûr. Mais mais enfin, ça a été assez formateur. Oui, enfin, il y a eu un stage un peu accéléré là avec le premier film. J'étais pas du tout un incapable, loin de là. Mais on se permettrait pas quand même. Mais c'était costaud. Oui. Alors, pour Ridicule, avec, entre autres, Charles Berling et Jean Rochefort, vous essayez un nouveau genre, en 96, le tragicomique. C'était nouveau, le tragicomique. Il y avait peu de films tragicomiques français. Oui. Enfin, vous avez pris un risque, quoi. Bah, un risque, non. Non, vous savez, quand on installe un genre, Oui, enfin, je sais pas si le film dit d'époque, ou on dit aussi film en costume, c'est trop marrant. Je sais pas si c'est un genre en soi. Ce qui est un genre en soi, c'est d'essayer d'écrire et de tourner des bons films, que ça se passe au XVIIIe siècle, ou que ça se passe... Enfin bon, peu importe. Le tout, c'est de faire des bons films. Alors, il y avait dans Ridicule un scénario que j'ai pas écrit du tout. C'est un garçon extrêmement brillant, Rémi Waterhouse, qui avait écrit ce scénario. Et quand on a un aussi bon scénario sous le bras, c'est impossible de faire un mauvais film. Alors, dans Les Grands-Ducs, qu'on a entendu aussi, il y a une chance sur deux, on retrouve les monstres sacrés dont on parlait. Il y a Jean-Pierre Mariel, Philippe Noiret, il y a Jean Rochefort. Puis après, il y a aussi Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Vanessa Paradis. Disons que la liste est longue. Oui, le carnet de balles est bien rempli. Ouais. Et alors, c'était comment de travailler avec Belmondo, par exemple, qui nous manque à tous, a priori, quand même, aussi? Belmondo et Delon, c'était... Les deux en même temps, là, c'est quelque chose. Les deux en même temps, oui, pour le même prix. Non, pas pour le même prix, pour le double du prix, pardon. J'espère quand même pour eux. On vous prend tous les deux. Vous acceptez de casser votre salaire en deux? En deux, 50% chacun. C'était très épatant, mais moi, j'en suis toujours parvenu. C'est-à-dire que pendant tout le tournage, qui a été un tournage assez long, parce que le film était compliqué à faire, mais j'aime bien, c'était comme un train électrique géant, quoi, un peu. Et pendant tout le tournage, le matin, quand je me rasais à l'hôtel, je me disais, je suis en train de faire un film avec Delon et Belmondo. Enfin, il fallait que je me pince, quoi, parce que c'était mythique. C'est quand même des... Mais comment ça se passait entre eux sur le tournage? Merveilleusement, c'est quand même beaucoup les journalistes qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas se blairer et qu'ils se tiraient la bourre tout le temps. C'est absurde, pas du tout. Ils étaient complices et copains, rieurs... Très, très complice. Mais je me suis régalé à faire ce film avec eux. On s'est entendu à merveille. Et Belmondo était très épatant parce qu'il voulait vraiment... Il s'est ingénié toute sa vie à faire en sorte que d'emmerder personne avec ses zones d'ombre, ses soucis éventuels. Donc, d'être ouvertement sympathique. Plein de lumière, quoi. Oui, lumineux, sympathique, drôle, enjoué. Ils étaient tous un enjoué. peu comme ça aussi, les Marielle, Rochefort, cette génération-là, non? Un peu, avec des nuances aussi. Oui. Et Delon, en revanche, est quelqu'un de plus sombre. Mais je me suis très bien entendu avec Delon, qui est quelqu'un de plus difficile à aborder, mais de quelqu'un de plus profond, de plus fidèle aussi.
Delon ? Oui, Delon, vraiment. D'accord. Ah oui, vraiment. Vraiment. C'est-à-dire que Belmondo avait quelque chose de tout à fait charmant, tout à fait séduisant, mais de très superficiel peut-être. Mais ça me plaisait beaucoup, cette légèreté-là. Delon n'est pas quelqu'un, Alain Delon n'est pas quelqu'un de léger. Mais il était un peu en guerre contre lui-même en permanence, quoi. Mais c'est ce qui le rend attachant, je trouve. Est-ce que vous pensez que dans la nouvelle génération d'acteurs, il y a des gens de cet acabit ? Patrice Lecomte. C'est-à-dire que dès qu'il y a des acteurs, on les compare souvent c'est comme pour se rassurer ou pour donner une étiquette. Tiens, voilà le nouveau Gérard Philippe, tiens, voilà le nouveau Belmondo. On a dit ça, par exemple, de Jean Dujardin, qui est un acteur que j'aime énormément, avec qui je n'ai pas encore travaillé, mais ça pourra venir. On lance un message ? Non, parce qu'on se tourne autour, on sait qu'on a envie, mais il faut trouver le beau projet. C'est comme avec Depardieu, ça faisait longtemps qu'on se tournait autour, mais on n'avait jamais travaillé ensemble avant ce film-là qui va sortir bientôt. On a hâte. C'est en avril, c'est ça ? C'est le 6 avril, oui. Et alors, effectivement, est-ce que Jean Dujardin est le nouveau Jean-Paul Belmondo, par exemple? Oui, non, peut-être, mais enfin, Jean Dujardin, c'est surtout Jean Dujardin. Tout simplement. Donc, arrêtons de trouver le nouveau ceci, le nouveau cela, parce que peut-être que plus tard, on dira, mais qui est le nouveau Jean Dujardin? Ah, c'est vrai, on se posera certainement la question. Alors, on parle de Monstres Sacrés, voici des extraits de 2 de vos films les plus récents. C'est le premier album de Neil Young. Ça fait des années que j'attends ce moment. Non, mais tu vas rire. Quand j'ai commencé ma collection, je me suis dit, le jour où tu pourras écouter tranquillement Neil Young, tu seras un homme heureux. Je peux te parler juste avant que tu le mettes, si ça t'embête pas. Et pas un cliché, les pauvres sont gros parce qu'ils bouffent de la merde. Voilà. T'as raison, mon chéri. On en a marre des pauvres. Elle est où ma soupe, connard? Alors, on a entendu Une heure de tranquillité avec Christian Clavier et Carole Bouquet, qui a été adapté du livre de Florian Zeller. Pourquoi de la pièce. La pièce, pardon, oui. Et Florian Zeller, c'est un auteur qui vient de se mettre au cinéma lui-même. Est-ce que c'est très cinématographique, justement, sa manière de d'écrire? Est-ce que c'est pour ça que vous avez été attiré par sa pièce? C'est une proposition qui m'a été faite par le producteur qui avait acheté les droits de la pièce, et Florian Zeller a joliment adapté cette pièce pour que ça devienne vraiment un film et que ce soit pas du théâtre filmé. C'est lui qui a fait l'adaptation. Oui, absolument. Et c'est vrai qu'il y avait dans la pièce de quoi faire un film. Et quand je dis de quoi faire un film, c'est quand on adapte une pièce au théâtre, on a envie de sortir, d'être dans les rues pour que ça fasse cinéma. Et là, on ne s'est pas ingénié à faire ça. On a respecté vraiment ce qui était écrit. Donc c'est dans un lieu unique, un appartement. Ouais. Avec un type qui est joué par Christian Clavier, que j'étais ravi de retrouver parce que j'adore ce type-là, et qui revient avec un disque mythique, rare, qu'il cherche depuis des années, et il ne peut pas l'écouter. C'est un argument très, très ténu, bien sûr, mais ça tient tout le film pendant 1h30 et c'est assez marrant. C'est ce qu'on dit, parfois les choses les plus simples fonctionnent le mieux. Oui, quand tout à l'heure vous disiez est-ce que l'humour ça doit être quelque chose de simple, là en l'occurrence c'est très poilant et c'est très simple. Et alors il y a Salaud de pauvre qui est sorti en 2019 et qui est un film à sketch co-réalisé avec 7 de vos compères. Vous avez travaillé avec Christophe Alévèque, Rémi Cotta, Jean-Claude Derez, Charles Dubois, Sophie Forté, Giedré et Nadia, alors j'espère que je vais bien la descendre, Kozlowski-Bourgade. Vous faites un peu moins de cinéma en ce moment, Patrice Lecomte? Là, vous avez Maigret. Le dernier film, c'est celui dont on entendait un petit bout là tout à l'heure, Une heure de tranquillité, et il remonte à il y a trop longtemps. 2014, c'est ça. Alors pendant ce temps-là, je ne me suis pas tourné les pouces. Il y a eu. Vous avez écrit des livres déjà? Non, mais j'ai voulu faire des films et qui ne se sont pas faits. Pour quelle raison? Maigret, là, qui va sortir, c'est mon 30e film. Mais il y a 30 films que j'ai pas fait. Il y a 30 projets qui sont tombés à l'eau. Pour des raisons financières, les raisons elles sont souvent financières. Et pourtant, c'est pas le budget de Titanic ou d'Avatar, c'est des films énormes. Comme quoi, même quand on est Patrice Lecomte, on a des projets qui tombent à l'eau. Non, mais on croit toujours, on croit parfois en tout cas qu'il suffit qu'un type comme moi claque dans ses doigts pour que tout le monde sorte son chéquier, mais c'est pas vrai. Non, le cinéma est une affaire très incertaine et rien n'est jamais acquis définitivement. Et donc là, entre Une heure de tranquillité et Maigret, il s'est écoulé 6 ans. Il y a eu 4 projets de suite tombés à l'eau. Bon, c'est pas poilant parce que ça fait beaucoup de temps perdu et à mon âge, c'est embêtant de perdre 6 ans. Mais je vais mettre les bouchées doubles maintenant. Pardon ? Vous n'avez pas perdu quand même les 6 ans. Perdre 6 ans. Ben si, parce que des films qui se font pas, c'est quand même des films qui se font pas, n'est-ce pas? Et c'est quand même mieux de faire les choses que de pas les faire. Oui, bien sûr, évidemment. Alors vous avez une manière d'écrire, je le rappelle pour les auditeurs, que vous venez de sortir Monsieur Bouboule chez Artaud, Patrice Lecomte. Vous avez une manière d'écrire qui est très cinématographique. C'est-à-dire que quand on vous lit, évidemment, c'est facile de se projeter dans les images que vous nous envoyez. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment tout le livre et j'étais dans un film. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est très conscient chez vous, ça?
Les chats ne font pas des chiens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à force d'écrire des scénarios, quand on écrit des romans, ils ont quelque chose évidemment de visuel. C'est pas pour autant que j'ai envie d'en faire un film du tout. C'est pas écrit comme un scénario, c'est écrit comme un roman, du moins j'espère, mais et avec la liberté d'écriture que propose le roman, mais oui, si ça convoque des images. Vous êtes content que je vous dise ça ? Pardon ? Vous êtes content quand on vous dit ça ? Pour moi, c'est vraiment un compliment. Oui, ça me touche beaucoup. C'est parce l'idée, que quoi, en fait. Ça montre à quel point c'est pas un livre intellectuel, c'est un livre purement sensible, quoi. C'est un livre de sensations, tout à fait. Tant mieux. Merci pour ce partage. Merci à vous. Alors, c'est excellent, évidemment, sur Sud Radio, vous le savez. Si vous nous rejoignez, restez connectés. On revient tout de suite avec l'excellent réalisateur et écrivain Patrice Lecomte et le galeriste d'exception Julien Lombraille. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent et c'est la deuxième partie de votre émission en compagnie d'un de nos réalisateurs incontournables, Patrice Lecomte, qui est rejoint par le galeriste Julien Lombraille à la tête de la Carpenters Workshop Galerie, j'ai réussi, que vous avez monté, Julien Lombraille, avec votre ami Loïc Le Gaillard. Bonjour et bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Julien Lombraille, vous avez monté, donc, je le disais, avec Loïc Le Gaillard, la Carpenters, je vais y arriver, décidément, Workshop Galerie. Tout d'abord à Londres, et puis depuis, vous êtes installé à Paris et à New York. Bravo, c'est excellent, c'est un succès. Je crois que vous venez d'ouvrir à Los Angeles aussi. On devait ouvrir dans quelques semaines, ça va être retardé pour les causes de Covid, mais c'est une histoire d'un mois ou deux de retard. Superbe. Et alors, pourquoi vous avez commencé par Londres et pas Paris, tous les deux ? Alors, c'est quand on s'est associé avec Loïc, lui avait une galerie à Londres, j'en avais une à Paris, et on a gardé tous les deux un pied dans chaque capitale, et puis il y avait plus de traction pour ce qu'on proposait, qui était de jeunes artistes absolument inconnus à Londres qu'à Paris, donc on a décidé de se concentrer sur Londres. Parce que la mentalité anglaise est plus ouverte à la nouveauté aussi ? Je pense, la mentalité, je dirais même anglo-saxonne. Ouais. On se rend compte que les mêmes artistes qui ont commencé à être appréciés par les anglo-saxons sont achetés après par les Français, un peu plus tard, un peu plus cher, mais quand ça... Faut que ça ait marché quand le choix est un peu plus établi et que ça a déjà une cote un peu plus pérenne. Alors, vous avez commencé le métier de galeriste, Julien Lombraille, avec votre maman. Qui est une de vos artistes. Est-ce que c'était prédestiné ? Est-ce que c'était évident que c'est ce que vous alliez faire ? Pas du tout. C'était à l'époque, je travaillais dans le cinéma avec Daniel Toscan du Plantier sur des festivals de films. Ouais. Et ma mère a commencé à avoir son activité artistique qui devenait une activité professionnelle. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main et c'est ce que j'ai fait en marge de mon métier. Puis ce faisant, ça a marché et ça m'a plu. Et c'est vous qui avez fait marcher aussi, parce qu'elle a du talent, mais vous avez fait marcher votre mère, en fait, on est d'accord. Oui, je pensais que c'était important qu'elle soit indépendante financièrement, donc j'avais à cœur qu'elle puisse justement avoir cette indépendance grâce à son travail, qui était sa passion. Elle n'avait jamais travaillé auparavant, elle sculptait d'une façon amatrice, et faisait des sculptures et du mobilier déjà sculptural pour la maison. Et donc elle vous a aussi donné l'idée de mélanger art et design finalement. Oui, ça a commencé. Notre histoire a commencé ensemble. D'accord, c'est beau. Elle avait 40 ans, j'en avais 20 et ça a commencé comme ça. Ah, elle vous a eu très jeune en plus, donc vous étiez très proches tous les deux. Vous êtes toujours d'ailleurs. Et du coup, vous montez cette galerie à Londres et puis très rapidement, vous connaissez le succès. Est-ce que vous avez des raisons de ce succès finalement qui vous est arrivé assez facilement, alors que dans l'art, ça peut être un peu compliqué parfois dès le début? Alors, ça n'a pas été si rapide que ça, même si à un moment donné, on a trouvé, c'est vrai, une forme de... Un modus operandi qui est différent qui faisait que ça... Du lot, quoi. Ouais. Et surtout, on s'est démarqué parce qu'on a pris un positionnement qui était très particulier, qui était qui est entre l'art et le design. Et à l'époque, c'était assez controversé. Oui, on mélangeait pas les genres. On mélangeait pas les genres et c'était même assez mal vu. Certains confrères pas très bien intentionnés disaient que c'était du mauvais art mélangé à du mauvais design. Ouais. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que notre première exposition d'un artiste reconnu qui avait déjà des expositions dans des grandes foires d'art contemporain et également dans des musées, qui s'appelle Hugh Van Lissouth. Oui.
nous avait fait une première exposition qui s'appelait Bad Furniture, donc mauvais mobilier, et ça nous collait bien à l'idée un peu punk qu'on avait à l'époque de... Alors, quand dans la présentation de votre galerie, Carpenters Workshop Galerie, il y a marqué que c'est une galerie d'art dont l'objectif est de repenser aussi les formes d'expression traditionnelles. Hein. Enfin, grosso modo, c'est un discours que vous tenez. Et vous avez été donc un des premiers, on le dit, à allier art et design. Pourquoi est-ce que c'est nouveau? Pourquoi est-ce qu'il y a des... Comment ça se fait qu'il y a des barrières entre l'art et le design? Parce que finalement, c'est des manières de s'exprimer qui sont parallèles et presque similaires. D'abord, nous ne sommes pas du tout les premiers. L'art et la fonction, finalement, ça arrive même presque avant l'art. Les outils préhistoriques. Non, mais les premiers à l'installer de manière mercantile, peut-être. On s'est vraiment positionné là-dessus parce que, comme Monsieur Lecomte disait, on aime bien mettre les choses dans des cases parce que ça rassure. Et on se rend compte qu'entre les cases, il y a souvent des espaces vacants. Et voilà, nous, on s'est mis là-dedans. Et puis, on s'est dit que c'est pas parce qu'une œuvre a une fonction qu'elle est dévalorisée en tant qu'œuvre d'art. Et non, au contraire, c'est la fonction est quelque chose en plus et pas quelque chose en moins. Alors, dès le départ aussi, vous avez donné leur chance à de nouveaux artistes. Et vous êtes entre autres associé à la Design Academy Eindhoven et sa nouvelle génération d'artistes et de designers néerlandais qui sont devenus plus ou moins pour certains des stars. Martin Bass, Sébastien Brajkovic, Lonneke Gorgin et Ralph Nota, qui forment aujourd'hui le studio Drift. Pour connaître le succès finalement dans l'art ou dans quoi que ce soit, il faut prendre des risques, parce que c'est aussi prendre un risque de mettre en scène de jeunes artistes comme ça. Alors oui et non, parce que c'était des jeunes artistes, mais c'est pas nous qui leur avons donné une chance. Et en fait, on a essayé de Ils se la sont donnés eux-mêmes. Même pas. On a essayé de D'accord. travailler avec des artistes un peu plus établis et personne ne voulait travailler avec nous. D'accord. Et donc, on est allé dans une école, dans des écoles, la Eindhoven Design Academy, mais également le Royal College of Art à Londres. Et on est allé voir des étudiants qui n'étaient pas encore diplômés en disant, voilà, est-ce que ça vous dirait de faire une exposition à la fin de votre dernière année? Et ils nous répondaient tous la même chose. Si on n'a pas trouvé de travail, avec plaisir. Et c'est comme ça que ça commençait. En fait, donc on n'avait pas le choix. On avait envie de s'exprimer. On avait notre idée en tête et on l'a fait par les moyens qu'on a trouvés. Et c'est passé par là. La cause à effet, quoi. Exactement. En fait, Patrice Lecomte, c'est un peu comme ça, vous aussi. Si, par exemple, les bronzés, c'est de la cause à effet chez vous. C'est pas du tout un truc qui était prévu. Oui, il faut profiter de tout. C'est-à-dire que la chance, elle existe, mais à condition qu'on arrive à la saisir. C'est-à-dire que la chance, ça se vit en ayant les bras ouverts. Si on a les bras fermés, on peut rien saisir de rien. Mais c'est vrai les yeux ouverts aussi. Les yeux ouverts, oui, si possible. Mais j'ai fait pas mal de choses dans ma vie et qui ont été qui ont connu un certain succès. J'ai fait certaines choses dans ma vie professionnelle ou pas professionnelle d'ailleurs, et des choses qui ont été suggérées. C'est-à-dire, j'ai pas la science infuse. Il faut que parfois quelqu'un dise, tu crois pas que. Ou la vie vous pousse à, quoi. Pardon ? C'est la vie qui vous pousse à, en fait. Oui, enfin, sans pour autant être un bouchon flottant, parce que parfois il faut remonter le courant aussi, ça c'est marrant. C'est plus difficile, mais c'est marrant, parce que si on suit le courant, c'est pas très bon, on s'endort, et ce courant devient vite de l'eau tiède, mais il faut être à l'affût de tout ce qui se passe et essayer de faire son chemin, et que ce soit le chemin le plus personnel possible. Julien Lombraille, vous continuez, je crois, à donner la parole à jeunes artistes, à la Carpenters Workshop Gallery. C'est quoi vos critères de sélection? Qu'est-ce qui vous touche chez un artiste? Alors déjà, il faut que ça nous touche. Donc Loïc et moi en premier lieu et nos équipes. Il faut qu'on trouve une pertinence. Il faut qu'il y ait une pertinence qui est personnelle, mais que le discours s'inscrive dans la grande histoire de l'art et du design et que ça apporte quelque chose. On a beaucoup de projets qu'on nous propose qui sont un peu des réédites de choses qu'on a déjà vues, d'idées qui sont un peu dans l'air. Nous, on préfère des choses qui sont peut-être un peu moins sexy au premier abord, mais plus profondes et qui disent des choses un peu plus intéressantes et qui ont une vocation à s'inscrire dans l'histoire. Parce que nous, on vend de l'art, du mobilier de collection qui coûte un certain prix. Donc, ce qu'on soutient comme idée, c'est que nous pensons que ce que nous proposons
proposons va devenir des classiques de demain. Voilà. Donc pour ça, on doit faire un gros travail de curation, faut pas se tromper, hein. de sélection. Enfin, faut pas se tromper, mais faut pas se prendre la tête trop non plus. C'est quoi, c'est l'instinct aussi, Julien Lambraille ? Il y a beaucoup d'instinct, il y a beaucoup de recherche. On essaie de se documenter, de se cultiver le plus possible, que ce soit de choses très anciennes et contemporaines, pour essayer d'avoir une vision d'ensemble. Et on essaye de proposer ce qui nous semble est notre sélection la plus pertinente. Est-ce que vous fonctionnez comme ça pour trouver un acteur, vous, par exemple ? L'instinct, là, je vous rejoins complètement. L'instinct, c'est ce qu'il y a que ça qui compte, quoi. Franchement, enfin, d'une certaine manière, et là, on est forcément sur la même longueur d'onde tous les deux. C'est que ce que je fais et ce que vous faites, sans doute, il faut. C'est pas égoïste ni prétentieux, mais il faut d'abord que ça me plaise à moi. Et avec un peu de bol, ce qui me plaît à moi mais c'est une question de sincérité. C'est-à-dire que si j'ai jamais rien fait dont je me serais dit ça me plaît pas trop, mais je sais que ça va plaire. Il faut que ça me plaise à moi. Et d'ailleurs, j'imagine que vous ne feriez pas la promotion d'artistes dont vous aimez pas le travail, mais en pensant que malgré tout, ça va être un succès. Julien Lambraille. Ça, c'est certain. C'est pas possible. Et puis d'abord, c'est pas comme ça qu'on a envie de travailler. Et puis on a la chance, comme je disais, de faire des métiers passionnants et qui nous animent, et de faire de la promotion mercantile. C'est un autre métier, c'est pas celui-là. Il y en a qui font ça très bien, mais c'est pas ce que nous on a choisi. Un exemple, c'est qu'on on nous demande souvent si on adapte nos programmes artistiques aux différentes galeries qui sont dans différents pays avec différentes cultures. Et nous, on n'adapte rien, on propose, et puis... les gens disposent. Exactement, mais c'est vraiment une proposition. Après, on a de la chance d'avoir devant des pièces uniques et des éditions de 8 exemplaires, donc qui sont extrêmement rares. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de convaincre tout le monde non plus pour que le modèle économique proposer fonctionne. De l'exception, quoi. Donc voilà, donc on propose pas grand-chose au plus grand nombre possible, et puis on voit comment ça agit. Effectivement, si à partir du moment où ça nous a convaincus, généralement, ça arrive à convaincre une poignée d'autres personnes. Pourquoi est-ce que dans notre inconscient, on pense que c'est la rareté qui fait la qualité, Julien Lambraille ? C'est la rareté quand elle est vraie. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de rare et d'unique que c'est forcément pertinent. Et inversement, bien sûr. Inversement, c'est-à-dire des choses éditées ou tirées, que ce soit des voitures, des œuvres d'art ou des films ou que sais-je, ou des romans édités à un grand nombre d'exemplaires. C'est pas parce qu'il y a un grand nombre d'exemplaires que d'un seul coup c'est moins intéressant, pas du tout. Non, je crois pas. Je crois pas. On peut être populaire et intéressant, quoi. Oui, non, mais bien sûr, être populaire, c'est pas une insulte, hein, c'est pas un gros mot, être populaire. Au contraire. Non, surtout pas sur Sud Radio. Non, mais être élitiste, ça peut devenir une tare, hein, je trouve, parce que s'adresser au plus petit nombre. En même temps, dans l'art contemporain, dans le design, tout le monde ne peut pas s'offrir une œuvre d'art. Oui, ça, c'est une question de moyens. Les Ferrari sont très belles, mais tout le monde ne peut pas s'en payer non plus, hein, bien sûr. Oui, mais la rareté ne fait pas forcément la qualité, mais la rareté fait le prix, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Est-ce que finalement un message qui marche, c'est un message authentique, hein, c'est ça qu'on dit, Julien Lambraille ? Oui, je pense que ce soit dans beaucoup de métiers créatifs, on a une idée, on va au bout, et généralement, quand on met beaucoup d'énergie dans cette idée, ça crée une sorte de sillage qui arrive à embarquer d'autres personnes. Mais d'un autre côté, vous ne gagnez pas à tous les coups. Je veux dire par là que malgré votre sincérité, votre engagement pour la promotion d'artistes dans lesquels vous croyez, il y en a avec qui ça marche parce que ça plaît également aux gens, et puis il y en a avec lesquels vous casser la figure parce que ça ne prend pas. Alors ça prend jamais, pas du tout, mais on continue à soutenir effectivement des artistes pour lesquels il y a moins de succès commerciaux. Merci à tous les deux. Vous êtes bien sur Sud Radio en compagnie de l'auteur et réalisateur d'Exception, Patrice Lecomte, et du galeriste à l'œil avisé, Julien Lambraille. On revient tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair.
Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent d'être avec vous ce soir, comme tous les dimanches à 19h les copains. Ce soir pour vous, dans cet excellent, on crée le lien, s'il n'existe pas déjà, entre le cinéma, la littérature et l'art, avec le réalisateur qui n'est plus à présenter, Patrice Lecomte, et le galeriste qui donne la part belle aux artistes de tous bords, Julien Lombraille. Julien Lombraille, à la Carpenters Workshop, décidément aujourd'hui, galerie, vous aimez à sortir les artistes et designers de leur territoire d'expression traditionnelle, hein, on le disait. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on travaille avec toutes les personnes qui ont quelque chose à offrir de créatif et pas forcément des artistes, pas forcément des designers. On travaille avec des architectes, avec des designers de mode qui ont proposé des choses qu'on a trouvées intéressantes. D'accord. Donc ça vous arrive aussi, rapprochez-vous un petit peu du micro, ça vous arrive aussi de travailler avec des designers de mode, donc par exemple des stylistes, qui vont, avec un architecte, je dis n'importe quoi, créer une œuvre commune, hein, c'est ça ? Absolument. Enfin, on a travaillé avec Karl Lagerfeld. On avait fait une collection avec lui et également avec Virgil Abloh, qui a fait aussi une collection Virgil avec Abloh, nous. ouais. Absolument. Regretter Karl Lagerfeld aussi, également. Les deux. Et on travaille toujours avec le designer Rick Owens. Et comment ça fonctionne dans ces cas-là ? Ils vous proposent des dessins, vous travaillez ensemble ? Comment vous fonctionnez quand vous êtes avec des créateurs comme ça ? L'exemple de Rick Owens, c'est assez intéressant. C'est lui, c'est un génie créatif. Il sait tout faire d'ailleurs. Pas uniquement c'est la mode qu'il propose, mais ses défilés sont des mises en scène incroyables. Il fait sa musique et chez lui, il a un appartement très classique avec où il a à peu près tout arraché et il a fait un mobilier qu'on pourrait qualifier de brutaliste, qui est vraiment exceptionnel. Et voilà, et ça partait de ce qu'il faisait chez lui. Ça nous a touchés. On s'est dit c'est formidable. Ça mériterait que c'est une audience un peu plus ça vous a inspiré, un peu plus large. Et voilà, c'est une des façons de faire. Et Karl Lagerfeld, lui, avait envie de travailler sur lui, il était vraiment multifonction aussi, ouais. Et puis là, il y a eu une occasion qui était pour une suite qui porte son nom à l'Hôtel Crillon, et il fallait trouver quelqu'un pour produire. Donc là, on était... oui, parce que vous produisez les sculptures fonctionnelles que vous faites créer par ces artistes. Hein. Ah oui, ça, c'est une de nos particularités. Nous avons intégré un atelier en région parisienne, à Mitry-Mory, à côté de l'aéroport, où on a des artisans employés de la galerie qui travaillent à la réalisation des œuvres des artistes, exclusivement pour les artistes qu'on représente. D'accord, bravo, hein, parce que je pense que vous êtes à peu près la seule galerie à faire ça. Oui, c'est parce que c'est un peu fou mais pareil, c'est encore une sorte d'incident de parcours, une fonderie avec laquelle on travaillait qui du jour au lendemain a fermé, et ça nous a mis dans un problème économique parce que c'était les seules personnes qui pouvaient fournir beaucoup de ce qu'on faisait, et notamment le travail de ma mère. Et on a repris le flambeau pour que ça existe, et puis on a fini par le développer. Donc maintenant on fait du bronze, on fait aussi du bois, du cuir, du parchemin, de la tapisserie, on crée des tissus. Voilà, c'est... Bravo. C'est une sorte de chocolaterie pour avec pour nos artistes. Que des maîtres d'art, on imagine, à l'intérieur, hein, parce qu'il faut des maîtres d'art qui travaillent 24 heures sur 24, non, faut pas charrier, mais enfin qui travaillent toute l'année pour vous. Oui, et qui travaillent uniquement pour les artistes. Ah oui. Oui, ils sont employés de la GAI, ils sont employés de notre... Donc, par exemple, si c'est pas une sculpture fonctionnelle, mais qu'il y a un artiste qui a envie de faire une œuvre, et vous pouvez la produire aussi. Exactement. Alors, soit on la produit en interne, et en fait, on a intégré une petite partie de notre activité de production, mais tout ce qu'on sait pas faire, ça nous excite tout autant, et on va trouver des solutions. Vous aimez bien les challenges, hein ? Ouais. C'est ça qui nous excite, donc... Voilà, et puis on sait, je crois qu'on a réussi à savoir parler aux artistes et parler aux artisans pour pas simple. faire en sorte que un projet commun ait une... Pour créer le lien entre tous ces univers aussi. Hein. Absolument. Alors c'est une question pour tous les deux. On va commencer par vous, Patrice Lecomte. Est-ce qu'il y a une limite au mode d'expression finalement ? Parce que l'art, le cinéma, la musique, finalement, c'est des médiums qui permettent de se faire entendre. Donc c'est plus ou moins la même chose, même si c'est très différent. Oui, il n'y a pas de limite. La seule limite dont
il faut se méfier, c'est l'autocensure. C'est-à-dire de dire, oh non, je ne vais pas faire ça, ça ne va pas plaire, oh non, je ne vais pas faire ça, pour telle ou telle raison, bonne ou mauvaise d'ailleurs, et de s'interdire de faire les choses, c'est ce qui peut arriver de pire. Comment on sait quelle voix il faut écouter? Pardon? Comment on sait quelle voix il faut écouter? Parce que des fois, on a des. Il faut écouter sa propre voix, la petite voix intérieure qui fait. Et puis de temps en temps, vous savez, vous partez dans une direction, puis il y a un clignotant rouge virtuel qui clignote donc au fond de votre crâne. Il faut apprendre à voir. C'est que je suis en train de faire fausse route. D'accord. Et vous, est-ce que vous pensez, Julien Lambraille, qu'il y a des limites? Vous pouvez travailler avec tout type finalement de créateurs aussi, vous? Mais il n'y a aucune limite, c'est ça qui est intéressant. Et puis on s'est rendu compte que plus on prenait de risques, plus ça plaisait aux autres, et donc ça crée l'énergie qui nous a permis d'en arriver là. Donc on se dit vraiment, faut surtout pas qu'on se mette de limites, parce que c'est ça qui fait du bien. Par exemple, dans l'art contemporain, il y a aussi des vidéastes et des choses comme ça. C'est des techniques qu'on pourrait utiliser pour faire des sculptures fonctionnelles, ça? On peut tout utiliser. On a une des œuvres qui a participé au succès de la galerie, c'était la Rain Room, donc la salle de pluie montrée par le collectif Random International. Ils avaient créé dans une pièce de 100 mètres carrés la pluie battante. Donc, ça a été montré au Barbican Center, au MoMA, au LACMA, c'est dans plein de musées. Et vous passiez sous la pluie. Il y a un petit texte qui vous disait allez-y, ça va bien se passer. Et vous passiez sous la pluie. Et là, sous chaque goutte, qui était une douchette, il y avait des capteurs et la pluie s'arrêtait à chacun de vos mouvements. Vous tourniez à droite, ça s'arrêtait à droite. Et donc on arrivait à être une sorte de Moïse sur 10 mètres de long. C'était très sympa. J'adore l'idée d'être Moïse. Patrice Lecomte. Les gens qui ont fait cette installation, s'ils s'étaient dit non, c'est pas possible, il y a des limites, ça n'aurait pas aimé. Enfin, et puis même plus basiquement, ou de manière plus universelle, si Christo avait connu des limites, on n'aurait jamais emballé l'Arc de Triomphe ou le Pont Neuf. Donc, et c'est vrai qu'un type qui dit tiens, je vais emballer l'Arc de Triomphe, bon, ça lui a pris du temps, c'est entendu, mais si quelqu'un lui avait tapé sur l'épaule, je disais hey, Christo, arrête tes conneries, tu n'y arriveras jamais, et la preuve que si. Ouais, tout est possible, effectivement. Comment vous abordez vos œuvres, vous aussi? C'est pareil, c'est que de l'instinct? Comment est-ce que vous décidez d'écrire un livre ou un film, Patrice Lecomte? C'est très instinctif. Et puis, il faut savoir aussi, quand on travaille, parce que c'est long le travail sur un film, sur un scénario, sur une idée, entre la toute première petite graine qui a germé dans un coin de votre cerveau et le film terminé, il se passe beaucoup de temps. Donc, on a le temps de se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait dans le vrai. Mais il ne s'agit pas de fonctionner qu'avec des certitudes, parce que encore une fois, les gens qui n'ont que des certitudes sont insupportables. Il faut pas fonctionner qu'avec des doutes, parce que sinon on fait plus rien. Mais d'arriver à godiller entre les doutes et les certitudes et d'avancer quoi qu'il arrive, c'est assez plaisant, quoi. Mais on sait, on sent. Oui, il faut sentir les choses, quoi. C'est un peu mystérieux, je reconnais. Moi-même, je sais pas toujours pourquoi je fais ceci ou cela. Mais je sens au fond de moi-même que c'est bien de le faire. Vous avez la même sensation, Julien Lambraille? Rapprochez-vous du micro. J'ai la sensation que je suis à ma place, en tout cas, et que j'ai cette chance-là d'avoir trouvé le métier qui me correspond. Et quand on a cette chance-là, c'est vrai qu'il faut tout lâcher, il faut y aller, et puis sans aucune retenue. Alors, j'étais bien avec vous, je suis bien dommage je trouve ça bien dommage qu'on arrive à la fin de cette émission, même c'est pas moi qui suis dommage. Mais on arrive donc à la dernière question que je vais vous poser à tous les deux. On commence par vous, Julien Lambraille. Que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Dur de c'est pas répondre, facile comme question. Que dirait... Qu'est-ce que vous diriez, vous, là, aujourd'hui, à ce petit garçon avec les yeux pleins d'étoiles que vous étiez à 5-6 ans? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais. Vous étiez inquiet quand vous étiez petit? Ouais, je me suis cherché jeune, je savais pas. C'est très abstrait quand on est enfant, adolescent et même jeune adulte de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Et c'est vrai, cette histoire de rail est quelque chose qui m'a vachement aidé. J'ai eu la chance d'y être à 20 ans. Et depuis que j'ai 20 ans, je déroule un petit peu dans la même trajectoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut partir dans plein de sens. C'est pas facile de trouver sa direction. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est avoir la foi. La foi en l'avenir et de se dire que croire à sa bonne étoile et de pas lâcher quand on aime quelque chose, de pas lâcher.
Et vous, Patrice Lecomte, alors, qu'est-ce qu'il dirait Il y a une formule qui est importante, qu'on devrait pouvoir communiquer facilement aux enfants, aux enfants que nous étions. Aucun rêve n'est impossible, bien sûr. Mais je me souviens on m'avait cité ça, le Jacques Brel, quand il était adolescent, il avait demandé à son père, je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Enfin, il hésitait, il se cherchait. Son père lui a coupé la parole et lui a dit cette chose absolument géniale. Il lui a dit, Jacques, plus tard, fais ce que tu veux, mais fais-le bien. D'accord. Ça vous convient bien, ça, hein. C'est bon, ça. Bravo. Merci, ça sera donc le mot de la fin, Patrice Lecomte. Merci à tous les deux d'être passés par les studios de Sud Radio. Alors, je vous rappelle à tous que le dernier livre de Patrice Lecomte, Monsieur Bouboule, est sorti chez Artaud et puis évidemment est disponible chez toutes les bonnes librairies. Sans oublier bientôt Maigret, qui sort le 6 avril, avec Gérard Depardieu dans Nos salles obscures. Julien Lombray et la Carpenters Workshop Gallery, ça, je l'aurais bien dit enfin, de Paris, se trouve au 54 rue de la Verrerie dans le 4e. Et votre site internet, c'est www.carpenters avec ERS à la fin, workshop galerie 2LERY.com. Vous avez une exposition bientôt qui arrive ? Oui, on a une exposition qui vient de démarrer, qui est de l'artiste sud-africain Kendall Gears, sur des masques qui sont des masques africains réinterprétés, sujet assez d'actualité. Eh bien, à découvrir, les copains. Pour notre part, nous, on se retrouve dimanche prochain à 19h sur Sud Radio, comme tous les dimanches. Merci à Maxime Sénat qui réalise cette émission, Antoine Mazer au web, Méloane Rock aussi évidemment, sans oublier les équipes de Sud Radio. Retrouvez toutes mes émissions sur sudradio.fr et YouTube, sans oublier Twitter, etc. Bisous les copains, c'était excellent.